rappeler que la beauté nous sauve d'abord de notre incapacité à nous écouter. Quand vous avez une émotion esthétique, quand vous dites c'est beau, parlant certes d'un rouge à lèvres, mais maintenant on peut aborder quand même d'autres sujets. Enfin, si c'est possible, mais on va ensuite revenir au rouge à lèvres, je vous rassure. Si vous dites c'est beau d'un paysage, si vous dites c'est beau d'un homme ou d'une femme, si vous dites c'est beau d'une chanson, d'une mélodie, et si vraiment vous avez du plaisir esthétique, alors c'est vous que vous écoutez lorsque vous dites c'est beau. Et non pas l'histoire de l'art, non pas tel critique érudit, non pas ce qu'on vous a dit de cette beauté. Dire c'est beau, éprouver du plaisir esthétique, c'est réapprendre à s'écouter. Mais attention, comme l'a très bien suggéré Sophie Chassa, à s'écouter, il s'agit de savoir si on écoute une part de soi, ou alors si on s'écoute soi tout entier. Une thèse très intéressante, qui est celle de Kant, qui n'est pas vraiment n'importe qui, et qui a écrit quelques 1000 pages à ce sujet, c'est que quand je dis que c'est beau, non seulement je réapprends à m'écouter, c'est moi qui trouve ça beau. C'est pas le on dit du critère, du diktat, de l'époque, de la civilisation ou du snobisme. Quand je dis que c'est beau, c'est moi que j'écoute, mais quel moi? Le moi réconcilié. C'est-à-dire qu'on a tous vécu ça souvent. Quand on juge de choses sur un terrain non esthétique, quand on dit par exemple ça c'est vrai ou c'est faux, quand on dit c'est bien, c'est mal, quand on dit ça ne se fait pas, ça se fait, on a des critères, mais on doute encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ces jugements. La loi existe, mais est-ce que c'est vraiment illégal? La morale existe, mais est-ce que c'est vraiment mal? Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe quand on dit que c'est beau? Non seulement il n'y a pas de critères, si c'est une émotion esthétique forte, dit Kant, mais en plus, je ne doute plus. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On passe sa vie à douter alors qu'on est saturé de critères. Et bien, la beauté nous donne le pouvoir d'arrêter de douter dans le moment même où on se passe des critères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plaisir esthétique, c'est de l'estime de soi pure. Voilà pourquoi on est sur un terrain, je dirais, psychologique de développement personnel. Et il faut assumer ce terrain, parce que souvent les philosophes n'aiment pas trop se mélanger à ceux qui parlent de développement personnel. Et moi, je pense profondément qu'avoir du plaisir esthétique, multiplier les expériences esthétiques en allant au musée, en allant dans la campagne, en écoutant de la musique, c'est à chaque fois que le plaisir esthétique nous gagne et nous remplit, un gain considérable en termes d'estime de soi. J'apprends à m'écouter, mais attention, j'apprends que le critère, c'est ce que la beauté me fait. On est en train de dire ici que ce qui compte, c'est pas ce qui fait que c'est beau, question qui est posée depuis 2500 ans. Et on n'a pas la réponse. Ce qui compte, c'est ce que la beauté me fait. Grosse nuance. Ce qui fait que c'est beau, en fait, on n'en sait rien. Le fait que les critères aient été si souvent affirmés et si souvent infirmés, le fait que les critères changent avec les époques, ce n'est pas intéressant du tout. Ça intéresse beaucoup ceux qui veulent dire que oui, ça dépend, que tout dépend des lieux, tout dépend de l'espace. Et il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le fait que finalement les critères changent. Et ça, c'est la grande question. Mais si les critères changent, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une beauté objective? Est-ce que finalement ça ne dépend pas des goûts, de l'histoire, de la culture? Mais tout ça n'a absolument aucun intérêt. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Cette fascination pour le relativisme, cette manière de dire oui, mais comment tu peux parler de la beauté, de ce que la beauté nous fait, alors que ici ou là, la beauté est différente. Mais ça n'a aucun intérêt, ce genre de remarque. C'est de la haine de la pensée. Ça veut dire quoi? De toujours ramener celui qui voudrait généraliser au relativisme. C'est une haine de la véritable pensée qui s'intéresse profondément à ce que la beauté me fait. Alors évidemment, si je suis égyptien il y a 3000 ans, je ne trouve pas la même chose belle que si je suis moscovite il y a 50 ans. Et par contre, peut-être que ce que la beauté fait à l'égyptien comme au moscovite, c'est la même chose. Vous voyez l'intérêt? Et ben, c'est cette chose-là qui, moi, m'intéresse. Et cette chose-là, ça s'appelle, en termes kantiens, l'harmonie interne de la subjectivité. Ça s'appelle la réconciliation interne. Je passe ma vie à être déchiré, à être habité par un conflit intérieur. J'ai décidé de faire un régime, et puis je vois un délicieux tiramisu. Conflit entre la sensibilité et l'entendement. J'ai décidé de bien me comporter et je me venge encore de quelqu'un qui m'a fait du mal. Conflit entre la raison morale et la passion sensible. Nos vies quotidiennes sont saturées de ces conflits. C'est épuisant. Et le moment du plaisir esthétique,
c'est un petit moment de fin du conflit. La beauté a ce pouvoir de me mettre d'accord avec moi-même, de me réconcilier profondément. Du moins, c'est la thèse de Kant. Alors, on pourrait le dire encore plus simplement, c'est que la beauté nous sauve de cette incapacité à s'écouter et à se faire confiance. Alors on va vouloir, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on n'est pas capable de se dire que le critère, c'est ce que j'ai en moi comme émotion intéressante, alors on va s'accrocher à des critères extérieurs. Et ça s'appelle se rassurer dans de la pseudo-objectivité. La beauté nous sauve de cet arrimage factice dans l'objectivité. Elle nous apprend la grandeur de la subjectivité. Ma subjectivité, c'est la vérité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire de dire ma subjectivité, c'est la vérité? Est-ce que c'est pas égocentrique, narcissique, romantique? Eh ben non, parce que quand je dis ma subjectivité, c'est la vérité, ça veut dire que je prends comme critère ce que la beauté me fait. Alors, mettons, si on regarde un Rembrandt, par exemple, eh bien, si je dis c'est beau, et que je n'ai pas comme critère objectif un critère qui viendrait de la tradition ou de l'histoire de l'art, mais simplement mon ressenti, eh bien, quand je dis que c'est beau, vous entendez la phrase. Je parle français, donc je ne fais pas de faute de français. C'est-à-dire que si je dis c'est beau, je ne dis pas moi, je trouve ça beau. Je ne dis pas au regard des critères et des canons de la culture occidentale, c'est beau. Je dis simplement c'est beau. Ce qui veut dire que dans le fond de ma subjectivité, j'éprouve la marque de la communauté mondiale des hommes, et des humains, pardon. Il me paraît évident que c'est beau pour tout le monde. Du moins, j'ai en moi ce désir de partage. Et c'est pourquoi je dis c'est beau. Donc c'est pas narcissique, c'est généreux. C'est pas autoritaire, c'est généreux. Et c'est ce que dit très bien Kant dans le jugement esthétique. C'est subjectif, mais ça vise l'universel. Alors je connais les objections. Il y en a plein qui ne trouvent pas ça beau. Mais encore une fois, ce n'est pas une objection intéressante, elle est refusée. Ce qui m'intéresse et ce qui intéresse Kant, c'est pas que tout le monde trouve ça beau, parce qu'on sait qu'entre l'Égyptien et le Moscovite, il y aura des différences. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, quand ils trouvent ça beau, dans le moment du plaisir esthétique, ils postulent que ça pourrait être beau pour les autres. Ils parient sur l'accord des autres, parce qu'ils en ont envie. C'est une promesse de partage, vous voyez? Mais la promesse, évidemment qu'elle ne sera pas tenue, évidemment qu'elle sera trahie, mais peu importe. Ce qui compte, c'est la promesse. Car dans ce moment chaleureux de la promesse de communion, on éprouve une vérité, à savoir, j'ai quelque chose en moi que je sens commun à tous les humains. Et c'est ça qui s'appelle la nature humaine, et c'est ça que la beauté réveille en moi. Voilà pourquoi la beauté nous sauve, vous avez compris. Elle nous sauve de ce relativisme exaspérant qui triomphe aujourd'hui. Elle nous sauve de cette idée que, oui, ça dépend, finalement, chacun a ses goûts et c'est très bien comme ça. Alors n'en parlons pas. Elle nous sauve de cette haine de la pensée et de cette réduction attristante. Elle nous sauve de notre incapacité à nous écouter. Mais, comme l'avait suggéré Sophie avec l'histoire du maquillage, elle nous sauve aussi de la réduction identitaire. C'est-à-dire que notre vie sociale, notre vie mondaine au sens de vivre dans le monde, nous oblige à la simplification existentielle. Je m'appelle Charles Pépin, j'ai 40 ans et j'ai telle fonction sociale. Mais ma vérité, c'est pas ça. Ça, c'est une extraordinaire réduction de mon être. Et ben, quand je regarde ça et que je trouve ça beau, ça éveille une part de moi qui n'apparaît pas dans la réduction sociale de ma personnalité. Je me découvre beaucoup plus multiple, beaucoup plus complexe que je ne le suis sur la scène sociale. D'ailleurs, on voit bien que souvent, on a des valeurs. Par exemple, des valeurs, je sais pas, moi, humanistes, des valeurs de respect de la différence, des valeurs d'égalité des sexes, et qu'on peut apprécier un chanteur qui n'a pas ces valeurs-là. On peut, par exemple, être un Parisien éclairé et puis adorer le rap américain, le hip-hop américain, comme celui d'Eminem, par exemple, ou de Dr. Dre. Et si on s'intéresse aux paroles de ces chanteurs, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt machistes, ils sont plutôt sexistes, ils sont un peu antisémites, ils sont plutôt racistes, ils sont assez homophobes en général. On comprend, parce que c'est pas non plus un anglais très compliqué, donc on comprend à peu près. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire que moi, humaniste parisien, j'aime tant la musique de quelqu'un dont je vois bien que les valeurs ne sont pas les miennes? Eh bien, ça veut simplement dire
que finalement, cette espèce de raciste homophobe, eh ben, il n'est pas si loin de moi que je le pensais. Je ne suis pas à ce point différent. Ça ne veut pas dire que parce que j'aime sa musique, je vais devenir homophobe et raciste. Ça veut simplement dire que dans le moment du plaisir esthétique, se joue un voyage vers autre chose que moi. Alors évidemment, je le présente négativement pour que ça vous parle. Un voyage vers d'autres valeurs que peut-être j'aurais jamais accepté rationnellement. Parce que rationnellement, je suis encore en train de me réduire, comme quand je vis sur la scène sociale. Mais dans le plaisir esthétique, j'arrête de me réduire à ça. Et je me dis en effet, j'embrasse une autre vie possible, j'embrasse d'autres valeurs possibles, par ma sensibilité, vous comprenez? Pas avec mes petits neurones limités, mais avec mon corps. Je pense avec mon corps dans le plaisir esthétique. Je me souviens que je suis un corps intelligent. Il n'y a pas d'un côté mon cerveau qui réfléchit aux valeurs et de l'autre côté mon corps avec mes yeux et mes oreilles qui ressent, qui voit ou qui entend. Dans le plaisir esthétique, c'est enfin mon corps qui pense. Et voilà, ça nous sauve du dualisme, ça nous sauve de la réduction identitaire. Alors, attention, il y a un transport intérieur, il y a un voyage. Je me dis, quelque part, sans y réfléchir, c'est mon corps qui pense, que peut-être, si j'étais né ailleurs, si j'avais grandi ailleurs, peut-être mon énergie vitale à moi, mon instinct de survie, qui s'exprime dans mes petites valeurs humanistes de Parisien éclairé, ben, si j'étais né ailleurs, la même énergie vitale peut-être se serait exprimée à travers des paroles homophobes et racistes. Et je m'ouvre à cette dimension. Finalement, je me découvre un peu autre, et en même temps, dans le même mouvement, l'autre me semble moins autre. C'est ça l'ouverture que nous apporte le plaisir esthétique. Autre exemple, parce que je vois des sourcils un peu inquiets. On va prendre un autre exemple. C'est sûr que peut-être j'ai pris le meilleur exemple avec le hip-hop américain par rapport à vous, mais peut-être pas. Prenons un autre exemple. Je suis quelqu'un de très rationaliste. Je ne crois pas en Dieu. Et je regarde Ordette, le film de Dreyer qui raconte la vie de Jésus. Je l'ai encore vu hier matin avec mes élèves. Et si je trouve que c'est beau, évidemment, si j'ai du plaisir esthétique, alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est comme si je découvrais. Donc, Ordette, c'est quand même la vie de Jésus. Hein, c'est un garçon dans une famille qui a l'air un peu d'un débile léger. Il a l'impression de parler à Dieu. Il a le regard fixe. Puis, au fur et à mesure du film, qui est parfois présenté comme un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, Sarkozy aimait beaucoup à le citer sur le conseil de Carla Bruni pour montrer qu'il était cultivé. Et donc c'est Ordette de Dreyer. Et bien, au fur et à mesure du film, la mise en scène est incroyable, la photo, la lumière, c'est très très esthétique. Il y a toujours des plans comme ça où on voit donc, Jésus, donc Johannes, qui s'en va comme un sauvage en haut d'une colline, et puis c'est filmé d'en dessous, et on voit de la lumière, enfin c'est totalement mystique. Et puis au fur et à mesure, on comprend en fait, qu'il n'est pas débile, il n'est pas fou, en fait c'est Jésus. Et c'est tellement Jésus que lorsque son frère... Donc tout le monde un peu se moque de lui. Bien sûr, le pasteur, donc figure de la mondanité, un peu comme le médecin de province, veut tout le temps que ses parents le mettent à l'asile. Donc c'est l'opposition de la religion sociale conformiste et de la vraie foi mystique, tragique et illuminée. C'est un film qui raconte ce que c'est que la foi selon Kierkegaard, à savoir un pari irrationnel. Et bien au fur et à mesure du film, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait c'est Jésus. Son frère va perdre sa femme lors d'un accouchement, le bébé aussi. Et elle est morte depuis quelques jours, et puis le film avance. Johannes semble avoir disparu comme un sauvage dans la forêt, et puis il revient avant qu'on ferme le cercueil. Et là, sur la demande d'une petite nièce, il la ressuscite. Donc c'est quand même une scène assez troublante. Et il dit, je vais prononcer le nom de Jésus, et ses yeux vont s'ouvrir à ce moment-là. Et les yeux s'ouvrent et elle se lève. Et donc c'est le plaisir esthétique qu'on a à ce moment-là. C'est exactement comme le maquillage. Comme tu disais, le maquillage révèle une vérité qu'on ne voulait pas voir, une part de soi. Il y avait une question très intéressante qui disait non, le maquillage superficiel ne révèle pas tout ce qui est caché, mais juste une partie. Là, c'est pareil. Le rationaliste athée, dans le moment du plaisir esthétique, se découvre mystique. Découvre qu'un mystique dort en lui. Et ce qui est passionnant, c'est que quand le film sera terminé, le mystique, il ira se recoucher. Simplement, entre-temps, ça aura vécu. La vie intérieure, c'est ça. Ça s'ouvre, ça se referme, mais c'est pas grave. Heureusement que, d'un côté, je ne deviens pas homophobe parce que j'écoute Eminem et que je ne deviens pas croyant parce que j'ai vu Ordette. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai cette liberté
le temps du plaisir esthétique, de faire ce voyage vers d'autres valeurs, vers d'autres vies possibles. À l'intérieur, ça s'ouvre, après, ça se refermera, mais c'est pas grave, parce que ce mouvement est celui-là même de la vie, ça s'ouvre, ça se referme. C'est la vie de l'intériorité, c'est la vie intérieure, et c'est l'agrandissement de l'intériorité. La beauté nous sauve de la réduction de l'intériorité que voudrait nous imposer la vie sociale. Elle nous permet d'accueillir notre propre complexité et aussi d'ailleurs un mystère à l'intérieur de soi. On peut d'ailleurs regarder la photo de... Non, je ne pensais pas à celle-là, mais plutôt... C'est pas grave. Celle-là, vous voyez, quand on a une émotion esthétique, c'est une vraie photo. Ce qui est très intéressant, c'est que en général, on ne comprend pas pourquoi c'est beau. On ne comprend pas exactement ce que ça nous dit. Mais en même temps, on sent que ce que ça nous dit est vrai. Alors, pour faire l'analogie, est-ce que c'est très clair ce que j'ai dit sur l'émotion esthétique qui permet au rationaliste d'accueillir le mystique en lui, l'émotion esthétique qui permet à l'humaniste d'accueillir le raciste en lui? C'est pas très clair. On essaye juste, avec des mots, de nommer ce qui se passe dans la vie de l'intériorité. C'est assez compliqué. Peut-être même que si Nietzsche a raison, ça ne sert à rien d'essayer, que les mots et les concepts ratent la vie intérieure de la subjectivité que l'émotion esthétique éveille. Mais essayons quand même, vu que là on est là pour parler, je ne vais pas me taire maintenant, essayons quand même de le dire. Il s'agit d'accueillir quelque chose de mystérieux. Finalement, quand je dis que je suis plus compliqué que je ne le pensais et que l'émotion esthétique me le révèle, il s'agit pour moi de me tenir face à un mystère qui est en l'occurrence ma vie intérieure. C'est pas très clair, mais d'habitude on passe sa vie à fuir ce qui n'est pas clair. On passe sa vie à être effrayé par cette obscurité. Eh bien le plaisir esthétique, c'est l'occasion d'enfin accueillir ce mystère, d'enfin cesser de le fuir. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Quand on voit ça, chacun pourra imaginer ou se représenter un paysage qui l'a marqué, un soleil couchant, des cimes enneigées, l'horizon, le scintillement infini du soleil sur la mer, peu importe. Imaginez, souvenez-vous de ce qui vous a fasciné esthétiquement. On ne sait pas pourquoi c'est beau, au fond. Et pourtant, on aime ne pas savoir. Je crois que c'est ça l'essentiel. La beauté nous sauve de la passion explicatrice. Et c'est intéressant que ce soit un philosophe qui le dise. C'est-à-dire que le problème de la philosophie, c'est le même problème que celui de l'humanité. C'est qu'on voudrait expliquer, on voudrait tout comprendre. Et d'autant plus aujourd'hui, parce que je vous signale qu'aujourd'hui, quand même, au plan mondial, qu'est-ce qui triomphe? C'est ce qu'on appelle les neurosciences. Qu'est-ce qui triomphe? C'est le cognitivisme américain. Qu'est-ce qui triomphe? C'est une vision de l'homme au sein de laquelle on voudrait expliquer le mystère de la subjectivité, de l'intériorité. On voudrait faire rentrer le psychisme dans des profils types, dans des cases. Et du coup, ça crée énormément de malheur, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Telle personne m'aimait, elle m'aime plus. Finalement, ça ne s'explique pas. Le sens du monde, est-ce que Dieu existe ou pas? Est-ce que cette montagne indique l'existence de Dieu ou son absence? Au fond, on ne le sait pas. Et ce mystère nous effraie. Mais le problème, c'est que, à force de ne pas savoir accueillir le mystère, comme la vie est mystérieuse, on ne cesse de souffrir. Dans le plaisir esthétique, si je contemple ça, ça ne me dérange pas de ne pas savoir pourquoi c'est beau. Et je vois bien que l'infini d'un paysage somptueux me parle de Dieu, c'est sûr. Tout le monde l'a dit depuis saint Thomas, depuis Aristote, jusqu'à chacun d'entre vous, dès qu'il contemple la nature. Ça pose la question de Dieu, évidemment. Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Est-ce que ça peut exister s'il n'y a pas de Dieu? Est-ce que c'est plus beau si Dieu n'existe pas ou s'il existe? Parce que s'il existe, c'est comme l'indice de son existence, donc c'est déjà pas mal. C'est beau. Disons que c'est une beauté qui indique la vérité de Dieu. Mais s'il n'existe pas, c'est encore mieux, puisqu'il n'existe même pas, et la beauté, elle existe. Et elle n'est l'indice de rien. Et toutes ces questions, eh bien, dans le plaisir esthétique, nous aimons ne pas avoir la réponse. Voilà qui nous sauve de la passion explicatrice, de l'obsession de la maîtrise. Voilà qui nous libère profondément, car cela nous aide à accueillir ce que nous passons notre vie à fuir, à savoir le mystère du monde, et bien sûr aussi son propre mystère. Mais je ne voudrais pas m'arrêter sur cette idée du mystère, qui est quand même un peu trop mystérieuse. On peut essayer de l'éclairer un petit peu. Hegel, comme Platon, a eu cette très belle phrase. Hegel disait « la beauté est l'éclat de la vérité ». Et Platon, la beauté est la splendeur du vrai. Eh bien, en effet, regardons Rembrandt, l'autoportrait de Rembrandt, ou même cette dune. Il me paraît évident
que, alors que nous avons du mal à savoir ce que c'est que la vérité de l'âme humaine, ou la vérité du monde, ou la vérité de Dieu, que lorsque nous avons une émotion esthétique, eh bien, nous sentons qu'il y a de la vérité, d'une certaine manière. Alors, quelle vérité, on ne sait pas trop. Mais vous voyez bien que si on est sensible à la beauté de cet autoportrait de Rembrandt, eh bien, cette beauté est évidemment, il n'y a pas de discussion si on y est sensible, l'éclat d'une certaine vérité quant à Rembrandt lui-même, et puis, au-delà, quant à la condition humaine en général. Alors, ensuite, les gens disent, oui, mais de quelle vérité s'agit-il? Et puis certains philosophes, comme Hegel, vont essayer d'expliquer de quelle vérité il s'agit. Hegel, lui, il prend l'autoportrait de Rembrandt, il prend un tableau de Bruegel, il prend le sphinx égyptien, et il nous montre comment les formes symbolisent une vérité que lui démontre être la vérité. Donc en l'occurrence, si on prend l'exemple de la pyramide d'Égypte ou du sphinx, Hegel nous montre que le sphinx, vu qu'il a un gros corps de félin et qu'émerge une tête féminine, humaine, spirituelle, il symbolise parfaitement la vérité de la condition humaine telle que l'Égypte l'incarne parfaitement à l'époque, à savoir que être humain, c'est être fasciné par la puissance du naturel, tout en voulant s'en arracher, en accédant aux sphères du spirituel. Et d'ailleurs, il explique comment la culture égyptienne, c'est exactement ça, puisque tout dans l'Égypte, l'irrigation, la politique, les pharaons, manifestent cette ambivalence. D'un côté, il y a la nature, les crues du Nil, le pharaon de père en fils, la loi du sang. De l'autre côté, il y a la culture, puisque les pharaons étaient entourés de sortes d'énarques, d'une administration très sophistiquée, et que par-dessus les crues du Nil, il y avait des systèmes d'irrigation très savants. Donc en gros, ce qu'on voit dans le sphinx, d'après Hegel, c'est la vérité. La vérité de la condition humaine et la vérité de l'Égypte. Mais sans aller jusqu'à ce que dit Hegel. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de sentir que la beauté est l'éclat de la vérité, mais en n'ayant même pas envie de savoir de quelle vérité il s'agit. Et c'est ça. La beauté nous sauve à la fois de la coupure avec la vérité et de l'obsession de vouloir savoir qu'est-ce que c'est que cette vérité. Autrement dit, la beauté nous permet de rencontrer quelque chose comme un absolu, comme un irréel, parce qu'on ne se contente pas de cette réalité, mais en même temps, eh bien, on n'a pas trop envie de savoir ce que c'est, ça nous suffit. Voilà. C'est exactement pour ça que le plaisir esthétique est important. Il est vraiment ce qui nous grandit, ce qui nous agrandit du point de vue de l'intériorité, ce qui nous fortifie du point de vue de l'estime de soi, ce qui nous guérit de notre individualisme, puisqu'on dit c'est beau, donc on a envie de partager, ce qui nous guérit et ce qui nous aguerrit, puisque ça nous rend plus forts, ça nous donne le pouvoir de s'écouter, et puis surtout, eh bien, ça nous permet de côtoyer quelque chose qui nous dépasse et dont nous voyons bien que la beauté en est comme l'indice. Prenons un autre exemple. Moi, j'avais vécu ça en écoutant David Bowie quand j'avais 14-15 ans. Je ne comprenais pas l'anglais à l'époque, d'ailleurs, ça n'a pas tellement changé, mais je ne comprenais pas très bien l'anglais. J'écoute David Bowie, la chanson Rock'n'Roll Suicide. C'est évident que c'est la vérité. Ça me paraissait sûr que David Bowie me dévoilait la vérité de la condition humaine, la vérité de l'amitié, la vérité de l'amour, la vérité d'un certain mode de vie. Mais au fond, peu importe de quelle vérité il s'agit, l'essentiel est que la beauté fasse signe vers cette vérité-là. Alors ce que je dis est très discutable, et j'espère que vous allez le discuter et que les textos arrivent par centaines. Parce qu'en vérité, on pourrait tout à fait se dire, regardons la dune à nouveau, s'il te plaît, on pourrait tout à fait se dire que justement, il faudrait que je me taise, parce que ce qui est beau, c'est peut-être que la dune soit, et pas qu'elle indique Dieu ou son absence. Et c'est vrai qu'il y a deux façons de voir la beauté. Soit, comme je vous l'ai dit pour l'instant, la beauté me transporte vers un au-delà de la beauté qui est la vérité, qui est l'absolu, et c'est pour ça que c'est fort, et que ça nous sauve de l'enfermement dans le réel. Mais en même temps, on pourrait tout aussi dire que ce qui est magnifique, c'est juste que cela est, et que ça me suffit, puisque je le contemple, et que cette contemplation me remplit. Et dans ce cas-là, la beauté me sauve du malheur de ne pas savoir se contenter de ce qui est. Vous voyez ? C'est ça qui est absolument fascinant. C'est que finalement, les deux pistes se rejoignent. Dans les deux cas, on a besoin de la beauté pour se saisir de sa puissance comme animal humain. Et puis je dirais,
pour récapituler tout ça, c'est que la beauté nous sauve de ce qui, d'habitude, nous fait souffrir. Notamment, ce qui nous fait souffrir, je l'ai déjà dit, c'est de vouloir tout expliquer. Mais ce qui nous fait souffrir aussi, c'est de vouloir que ce qu'on aime nous appartienne, et nous appartienne pour toujours. Vous avez remarqué que dans un couple, le problème, malgré la beauté de l'amour, aimer l'autre, sa différence, aimer ce qu'on vit ensemble, il y a deux problèmes tout de suite qui vont aller menacer cet amour. Le premier, c'est la possessivité. Mon amour, d'ailleurs, c'est bien clair, c'est mon amour. Hein. Et donc, quelque chose va être gâché à partir du moment où je veux posséder l'autre au lieu de simplement l'aimer et le contempler. Et l'autre problème, c'est que quand on aime quelqu'un, d'ailleurs c'est aussi valable par rapport à des enfants, on n'arrive pas du tout à supporter l'idée que ça va finir un jour. Pourtant, ça va finir. Ne serait-ce que parce que la vie va s'arrêter pas au même moment. Donc, on n'arrive pas à aimer en se contentant de ce qui est. On voudrait que ça dure toujours. Et on n'arrive pas à aimer sans posséder. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que la beauté nous apprend le véritable amour. Elle nous apprend à aimer sans posséder, et elle nous apprend à aimer sans vouloir que ça dure pour toujours. La preuve, quand vous êtes dans la nature et que vous contemplez cette dune, les formes incroyables qui vous fascinent, eh ben, ça ressemble à l'éternité, mais vous savez que ça n'a qu'un temps, que vous allez partir et ça ne vous dérange pas. Vous vous remplissez simplement de ce qui est, sans rien demander de plus. Première idée, ça nous apprend à aimer en aimant ce qui est, sans vouloir que cela dure pour toujours. Et surtout, deuxième idée, ça nous apprend à aimer sans posséder. Qui aurait l'idée que cette beauté est pour lui? Personne. Et même, je dis que c'est beau. Donc, dans l'instant où ça me touche, moi, au fond, j'ai envie que ça touche les autres. Donc, par définition, j'apprends à aimer sans posséder. Et c'est pour ça que c'est si fort, une grande œuvre d'art, une grande chanson. Quand vous écoutez un concerto pour violon de Bach, concerto pour 4 pianos de Bach, si ça vous touche vraiment, vous avez l'impression que c'est fait pour vous, que ça vous parle à vous, au fond de votre intériorité. Mais en même temps, vous avez envie de le partager. Donc ça ne vous appartient pas. C'est comme si c'était pour vous, sans que vous n'en soyez le propriétaire. Quand vous écoutez une grande musique, eh bien, il ne vous viendrait pas à l'idée de vouloir la posséder. Alors évidemment, le collectionneur qui met 120 millions dans le cri de Munch, ou 100 millions dans un Giacometti, est-ce qu'il veut le posséder? Mais non, ne leur faites pas ce mauvais procès. Ils mettent tant d'argent pour bien dire que c'est impossible à acheter. Ça veut bien dire que l'art vaut tout, que la beauté vaut infiniment, et que l'argent ne vaut rien, puisque 120 millions, c'est tellement énorme que ça ne représente plus rien. Et tous les grands collectionneurs savent très bien qu'ils participent de la vie éternelle de la beauté en étant des passagers. Voilà. Donc au fond, même eux ont compris que aimer vraiment la beauté, c'est l'aimer sans la posséder. Voilà pourquoi peut-être on pourrait dire que la beauté nous sauve de l'incapacité à aimer vraiment. Et en ce sens, elle nous apprend à aimer sans posséder et à aimer sans comprendre. Finalement, elle nous sauve quand même de beaucoup de choses. Hein. Elle nous sauve de l'incapacité à s'écouter. Elle nous sauve de notre incapacité à comprendre qu'on a un corps qui pense, qu'on est un corps intelligent. Elle nous sauve... pas de tout, vous voyez, mais elle nous sauve de la réduction identitaire et elle nous sauve aussi, très important, de ce que Freud appelle le malaise dans la civilisation. Vous savez quand même que nous avons dû, pour devenir des êtres civilisés comme ce soir, hein, on va écouter de la philosophie le soir, en se tenant correctement, sans agresser le voisin, en attendant poliment l'heure du cocktail. Eh bien, tout ça, c'est vraiment de l'animal civilisé. Mais comment on a fait pour en arriver là, dit Freud? Ça a été très dur. Il a fallu refouler, dans les premières années de sa vie, beaucoup d'agressivité asociale, beaucoup de sexualité asociale. Nous ne sommes des humains civilisés que d'avoir refoulé énormément de pulsions sexuelles ou agressives asociales. Ce refoulement est problématique. C'est ça que Freud appelle le malaise de la civilisation. Il est problématique parce que les pulsions que nous avons refoulées lorsque nous nous sommes humanisés, socialisés, eh bien ces pulsions, elles n'ont pas disparu. Donc toute la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on leur donne droit de cité, étant entendu qu'elles sont refoulées, qu'on n'a plus le droit de vouloir posséder, de vouloir agresser, de vouloir tuer, qu'on l'a profondément refoulé inconsciemment, mais que c'est encore vivant
parce qu'une pulsion ne disparaît pas. Vous le savez, plus elle est refoulée, plus elle réclame son dû, mais dans le fond de l'inconscient, c'est-à-dire dans la libido. Pour quel rapport devez-vous vous dire pour certains avec le sujet du soir? Eh bien, le rapport est direct. C'est que la thèse de Freud, absolument géniale, c'est que, heureusement, cette culture, on pourrait voir Drive pendant ce temps, cette culture qui nous a obligés à refouler nos pulsions sociales, asociales, pour devenir humains, heureusement, elle nous offre des occasions de satisfaire ces pulsions agressives et sexuelles, mais d'une manière spirituelle. De satisfaire cette libido sauvage, mais d'une manière civilisée. De satisfaire tout ce que la civilisation nous a obligés à refouler, d'une manière civilisée. C'est logique. C'est la culture qui nous a fait refouler. C'est elle qui nous propose des grandes œuvres d'art. Rembrandt, Bach, Drive, pour nous donner l'occasion de sublimer notre libido. Donc, ça veut dire quoi? La thèse de Freud est géniale. On ne pouvait pas ne pas en parler ce soir sur un sujet comme ça. La découverte de Freud, ce n'est pas l'inconscient, ça, on l'avait bien découvert auparavant. La découverte de Freud, c'est que la pulsion humaine est souple. Moi, animal humain, à la différence des bêtes, je peux avoir une pulsion sexuelle qui va se satisfaire avec un objet non sexuel, j'ai nommé la beauté. Je peux avoir une pulsion agressive qui peut se satisfaire avec un objet non agressif, j'ai nommé la beauté. Au fond, dans le plaisir esthétique, il y a une satisfaction non sexuelle de la sexualité asociale. Dans le plaisir esthétique, il y a une satisfaction non agressive de l'agressivité refoulée. C'est ce qui s'appelle la sublimation. Alors voilà pourquoi la beauté nous sauve. Elle nous sauve de ce malaise qui nous fait humains. Elle nous sauve de ce malaise dans la civilisation propre à toute humanité. Et c'est pourquoi elle nous fait tant de bien. Et maintenant, je ne vais pas vous laisser comme ça sur une chose si optimiste. Car évidemment, tout ce que j'ai dit est vrai, mais uniquement pendant le très court moment du plaisir esthétique. Quand ce sera fini, rien n'aura changé. Vous ne serez pas devenu meilleur parce que vous avez eu 5 minutes d'extase en écoutant Bach. Pas du tout. Vous ne serez pas devenu meilleur parce que vous aurez sublimé en regardant Drive. Pas du tout. C'est juste un moment. C'est une parenthèse qui fait du bien. Mais quand la parenthèse se referme, en fait, on est sauvé de rien. Donc mon livre a un titre « Mensonger ». Ce qu'il fallait dire, c'est pas quand la beauté nous sauve, c'est quand la beauté nous donne la promesse du salut. Mais cette promesse est déjà suffisante. Ça ne nous sauve pas vraiment. On voit bien que beaucoup de nazis étaient des esthètes qui écoutaient Mozart et Lully. Voilà, ça ne nous sauve pas. Mais en revanche, ça nous offre une parenthèse où retrouver un peu de son pouvoir, de sa vérité, de sa complexité, de son ambiguïté. Finalement, ça ne nous sauve pas, mais ça nous fait beaucoup de bien. Et ce bien, c'est peut-être justement d'accueillir sa complexité et donc de savoir que justement, on ne sera pas sauvé, vous voyez. Si j'avais conclu en disant « oui, on va être sauvé de tout », alors on aurait retrouvé de la réduction finalement. Mais la grandeur de la simplification, la grandeur de la beauté, c'est qu'elle est toujours l'accueil d'une forme de complexité, d'ambiguïté, d'ambivalence, même d'imperfection. Si vous écoutez Jean-Louis Aubert, il ne chante pas très bien, et pourtant vous trouvez que c'est beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous accueillez, ça veut dire que vous comprenez que s'il y a de l'imperfection dans la beauté, alors vous, avec vos imperfections, vous pouvez être beau aussi. C'est pour ça que ça nous fait du bien. Ça nous apprend à cesser de fuir, à cesser d'être effrayé par ce qui pourrait nous grandir. Finalement, pour reprendre la phrase de Nietzsche intéressante, superficielle par profondeur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce qui est superficiel éveille en nous des choses profondes. Voilà. Nous sommes superficiels par profondeur. Autrement dit, la beauté n'est jamais superficielle dans le moment, bien sûr, où j'y suis vraiment sensible. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.